Bonjour à toutes et à tous. Alors, bienvenue dans ce 6e webinaire des rendez-vous de l'innovation organisé par l'UCANS en partenariat avec le Lab de la Sécurité sociale et puis Espace social européen. Donc, je suis Virginie Malard-Desgouttes, la directrice de l'innovation et de la prospective du Lab de la Sécurité sociale. Et on a le plaisir aujourd'hui avec Alexandre Beau donc de recevoir des organismes locaux sur une thématique de la formation professionnelle et les innovations en matière d'apprenance. Alors ce webinaire ce matin va durer un peu plus d'1h30. Nous aurons 2 grandes séquences. Une première séquence où nous pourrons aborder avec les établissements de formation nationaux les grandes tendances, les orientations en matière d'apprenance et de formation professionnelle, et puis également avec la direction de la formation professionnelle de l'UCANS. Nous recevrons aussi un expert, Stéphane Diebol, qui viendra aussi apporter son regard et un regard, un échange extérieur dans le domaine de la formation professionnelle. Et puis en deuxième temps, on aura donc 5 organismes qui viendront présenter leurs innovations dans ce domaine. Donc je laisse la parole maintenant à Alexandre. Bonjour Virginie, merci de m'avoir laissé la parole, merci d'avoir planté le décor comme on dit. Oui, c'est notre 6e rendez-vous et on a fait le tour d'un certain nombre de thématiques et la question de la formation professionnelle est un sujet un peu majeur et moteur au sein des organismes et locaux de la sécurité sociale, et on se rend compte que la formation c'est un des piliers de l'action RH. C'est une nécessité parce qu'à l'instar d'autres organismes et d'autres secteurs de l'industrie et de l'économie française, la sécurité sociale évolue parce que les besoins évoluent, les prestations évoluent, l'exigence aussi, le degré d'exigence évolue, et donc les collaborateurs doivent monter en puissance, doivent être plus polycompétents, être en capacité d'absorber, de pouvoir aussi servir des prestations de plus en plus diverses et complexes. Et on se rend compte que la question de la formation professionnelle est là pour accompagner cette mutation, cette transformation interne, et on va en parler un peu ce matin. Avec un prisme, je me permets, je suis un peu un regard extérieur sur ces questions-là, on parlait de Stéphane, il nous en donnera aussi un autre, c'est que parfois on a une image un peu surannée des questions de formation professionnelle, entre guillemets, sur un modèle un peu plus traditionnel. On se rend compte que les codes sont peut-être pas brisés, mais en tout cas ils bougent, les codes bougent, et ça va être un peu le fil conducteur de nos échanges, de nos interventions avec les organismes locaux, de voir ce qui se met en place, comment ça se met en place, pour quels résultats, et surtout derrière, c'est comment tout ça, entre guillemets, prend une autre ampleur et impulse une dynamique interne assez intéressante et pertinente. Donc je pense qu'on va voir ça un peu lors de ces 2 séquences que vous avez introduites, et je propose, Virginie, on commence directement par donner la parole à nos interlocuteurs, qu'on les représente. Je te laisse le faire. Très bien, mais on va commencer alors peut-être par Agnès Busco, qui est la responsable de la direction de la formation professionnelle de l'UCANS. Nous avons aussi sur le plateau quand même présenté Elodie Marchat, qui est la directrice de l'Institut CADIS. Et puis à distance, nous avons Benjamin Génie, qui est le directeur de la formation continue de l'EN3S. Alors, voilà, merci à vous. Agnès, on va te donner la parole aussi, je me permets. Merci. Préciser un peu c'est quoi la direction de la formation à l'UCANS et surtout comment ça s'inscrit, parce qu'on se rend compte qu'il y a un certain nombre d'acteurs, on va en parler un petit peu dans cette matinée, d'acteurs qui interviennent dans la formation professionnelle au sein de la sécurité sociale, comprendre un peu votre position. Alors, la direction de la formation professionnelle, alors communément appelée DFP, alors avant tout, je tenais à vous remercier de nous avoir invités, d'avoir invité la DFP. Donc ça, c'est important pour nous que l'on puisse effectivement présenter quelques travaux que nous avons en ce moment. Et donc la DFP, eh bien, c'est effectivement une direction au sein de l'UCANS qui incarne le développement des offres de formation de l'institution. Donc ça, c'est un axe important. On a, en gros, je dirais, 4 grandes missions principales. Donc celle-ci en est une, donc développer l'offre de formation institutionnelle. Nous portons également et nous assurons la politique de certification, puisque l'UCANS est le certificateur des CQP, de nos CQP. Donc ça, c'est aussi un axe essentiel. Nous conseillons et nous organisons également des axes de conseil pour les organismes de sécurité sociale sur la réglementation de la formation professionnelle. Alors pour ça, nous avons des juristes spécialisés dans le domaine qui assurent une veille juridique. Alors je les salue très rapidement, mais c'est vrai que c'est important aussi. Nous contribuons également à la sécurisation de l'accès au fonds mutualisé pour la formation des agents. Donc ça, c'est le nerf de la guerre, et donc c'est un axe extrêmement important également dans nos missions. Donc ça, c'est vraiment les 4 grands pôles, je dirais, de la DFP.
Alors nous sommes en réalité 18 agents et nous sommes répartis sur 3 pôles. Donc mon pôle, celui que j'occupe, c'est la responsabilité donc, de la certification et de la formation professionnelle. J'ai à mes côtés une adjointe, Sabine Michaud, qui m'accompagne, et une équipe de chefs de projet que je salue également et que je remercie vraiment de leur engagement, parce que c'est un réel engagement que de porter tous ces projets et de pouvoir les piloter. Justement, par le projet, est-ce que vous pouvez rapidement nous dire les projets sur lesquels la DFP travaille actuellement? Alors, il y a plusieurs thématiques, il y a évidemment plusieurs projets. Donc, par exemple, nous sommes sur les relations à l'usager. Ça, c'est un axe des thématiques très importantes pour nous. Nous sommes également sur le management, avec l'appui à la fonction managériale, donc également un très gros projet, notamment pour l'année qui arrive. Les métiers de la comptabilité sont un axe aussi de travail important pour nous. Et puis, les thématiques qui font l'actualité du moment, à savoir la responsabilité sociétale des organismes, la RSO, et la sobriété énergétique. Et bien entendu, la FEST. Voilà. Alors, bien sûr. Alors, la FEST, c'est un chantier, on l'a démarré en réalité depuis l'année dernière. Alors, ce qu'il faut comprendre avec ce projet, c'est qu'il s'inscrit avant tout dans la loi 2018, qui est la loi pour l'avenir. Je ne me souviens plus de la formation professionnelle. Voilà. Donc, mais oui, mais je ne suis pas tellement habituée à parler sur les plateaux comme ça. Donc, s'inscrit dans la loi. Et ça, c'est très, très important parce que ça démontre la reconnaissance de ce type de dispositif. Alors, en réalité, ce n'est pas tellement nouveau, la FEST, dans les pratiques de formation. Ce qui est nouveau, c'est l'inscription dans la loi, l'inscription réglementaire et législative. Et donc, il y a l'aspect de la reconnaissance. Et dans les textes, il y a également un certain nombre de critères de mise en œuvre qui s'inscrivent et qu'il faut pouvoir porter lorsque l'on souhaite développer ce dispositif. Et donc, alors, quels sont ces critères? Je vais vous en parler un petit peu. Donc, en résumé, on peut les décrire en 4 grands domaines. Il y a d'abord décrire un objectif clair, un objectif professionnel clair. Ensuite, qu'une activité professionnelle soit observable et du coup séquençable. Dans la mesure où elle est séquençable, elle est traçable et donc, par voie de conséquence, évaluable. Il y a aussi une alternance avec la phase de réflexion et d'analyse sur ces axes de formation et un accompagnement, alors très important, un accompagnement qui embarque l'ensemble d'une équipe. Ça peut être l'ensemble d'une équipe telle un pôle ou l'ensemble d'un service. Donc ça, c'est très important de le saisir. Et donc, nous avons pu mener une phase expérimentale dans le déploiement de la FEST auprès avec des organismes de sécurité sociale et avec l'aide de l'ICAT 10, donc ici présent, qui a pu nous accompagner dans ce déploiement. Pour rappel, juste la FEST, c'est la formation en situation de travail. Absolument. Voilà, pour les personnes qui nous regardent. Merci beaucoup de le rappeler. Je devais le faire, en fait. Alors, par rapport à cette expérimentation, cette phase expérimentale, le bilan n'est pas encore finalisé parce que cette phase expérimentale s'est réalisée en septembre 2022. C'est assez récent et donc je ne vais pas spolier, comme disent les jeunes, on va y aller tranquillement. Je vous propose davantage d'en faire une description sur la mise en œuvre que nous avons pu faire. Très rapidement. Nous étions avec 4 organismes de sécurité sociale, donc la CAF de Nîmes, Thésée Bordeaux URSAF, CEPAM de Bayonne et CARSAT des Hauts-de-France. Et cette expérimentation s'est faite sur un bloc de compétences en particulier. Voilà, est-ce que je peux encore à peu près… Alors, on va peut-être donner la parole parce que vous avez fait une passation tout à l'heure sur le classique 410. Ça vous va? Ah mais ça me va, oui, mais on travaille ensemble. En tout cas, on note qu'on doit se donner rendez-vous pour justement en savoir un petit peu plus et avoir entre guillemets un peu un bilan de tout ça. Absolument. C'est nécessaire parce qu'on rappelle que toutes ces expérimentations, tous ces dispositifs s'inscrivent dans le temps long. On n'est pas sur du one-shot et voilà, forcément, c'est important d'avoir un feedback un peu… On parle un peu jargon anglais, vous voyez, sur ce plateau, de temps en temps et avec un peu de recul. C'est le moment, Elodie.
L'Institut 410, alors tout le monde connaît l'Institut 410, mais quand même, est-ce qu'on peut repréciser pour nos spectateurs qui ne sont pas forcément du sérail de la sécurité sociale, qu'est-ce que l'Institut 410 et surtout comment votre action porte au sein des organismes locaux? Merci, merci Alexandre, merci Virginie de nous avoir invités. Donc l'Institut 410, c'est quoi? 410, création de la sécurité sociale, 4 octobre 45. Donc pour les collègues effectivement qui ne connaissent pas l'Institut 410, il était jeune. On a été créé par la loi de 2014 et nous représentons effectivement l'ensemble des formations pour l'ensemble du personnel de la sécurité sociale. Alors sécurité sociale, mais également protection sociale, parce que la loi nous indique que nous pouvons former l'ensemble des collaborateurs qui travaillent dans la sphère sociale. Donc effectivement, nous sommes un opérateur de l'interbranche, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'interbranche, c'est-à-dire l'ensemble des branches de la sécurité sociale, donc l'opérateur de l'UCANS. Et nous formons les personnels du technicien jusqu'au manager, les managers stratégiques étant formés par nos collègues de l'EN3S que vous aurez l'occasion d'entendre. Donc nous sommes un organisme qui compte sur 15 sites en territoire, 250 collaborateurs, dont 100 formateurs, des formateurs pédagogues, dont on aura l'occasion d'échanger aussi avec les collègues, puisque ce sont des formateurs qui sont aujourd'hui dans des logiques où ils doivent travailler différemment pour s'adapter, en fait, non plus en tant que sachant, forcément, mais plutôt en tant que médiateur des apprentissages. Donc nos 100 collaborateurs, formateurs, sont sur 15 sites et nous pouvons du coup travailler à la fois, et on en parlera tout à l'heure, à la fois en présentiel et en distanciel. Et donc on s'adapte et nos formateurs s'adaptent. Alors c'est quoi quelques chiffres de l'Institut? C'est 30 millions de budget, c'est 150 000 jours stagiaires, c'est 42 000 stagiaires, donc c'est énorme, hein, qui représentent l'ensemble des branches de la sécurité sociale, mais au-delà. On peut aller effectivement sur la protection sociale complémentaire, les retraites complémentaires, la CNSA, la 5e branche. C'est 1150 formations déployées, pareil, hein, dans tous les secteurs. C'est effectivement l'ensemble de la sphère de la protection sociale qui est couverte et dans ce cadre-là, effectivement, nos 42 000 stagiaires bénéficient de nos formations. Et donc, vous voyez, ça fait en gros 4 jours de formation par an par stagiaire. Alors on va le voir au cours de cette émission, mais c'est vrai que les formats de la formation professionnelle évoluent. Alors quelles sont les grandes tendances qui émergent du terrain institutionnel et autres? Alors comme je disais effectivement tout à l'heure, donc il faut qu'on soit en capacité de conjuguer les atouts du présentiel et les atouts du distanciel. La signature de l'Institut 410, effectivement, que nous venons de conventionner dans un contrat que nous avons passé entre l'UCANS, donc qui représente l'interbranche, et nous, c'est effectivement d'être capable de mixer le multimodal et d'avoir un multimodal raisonné. Raisonné, ça veut dire que ce n'est pas le tout présentiel, ce n'est pas le tout distanciel, c'est d'être capable de pouvoir mixer et de proposer aux caisses qui sont nos clients, de proposer en fait de l'offre complètement adaptée, sur mesure, pour faire à la fois par exemple de la formation synchrone ou de la formation asynchrone, d'être capable effectivement de la formation sur poste de travail, comme le disait Agnès, de pouvoir faire de l'auto-formation, mais aussi effectivement du e-learning personnel, mais également d'avoir des classes virtuelles où on aura un formateur. Donc on a un outil qui est effectivement un Blackboard qui nous permet d'avoir un outil commun pour tous les caisses. Nous avons aussi des plateformes communes. On a un outil, Cifadis, qui est notre outil commun pour la protection sociale, qui permet d'avoir aussi une base de données. Et puis de pouvoir aussi effectivement mixer des outils, des quiz, de pouvoir faire de la réalité virtuelle. On aura nos collègues qui vont pouvoir aussi nous en parler, de pouvoir faire des serious games. Aujourd'hui, l'apprenant, c'est plus l'apprenant d'autrefois. C'est un apprenant qui souhaite être proactif, qui souhaite faire du picking, de pouvoir apprendre différemment, de pouvoir pas avoir forcément des séquences les unes après les autres avec des jours longs de formation, plutôt des jours de picking, d'auto-formation qui va être capable aussi de pouvoir adapter nos formations. Donc nous, on travaille pour adapter au quotidien nos formations. On a des conseillers clients qui adaptent aussi notre offre avec les caisses qui ont vraiment des besoins très spécifiques aujourd'hui. On n'est plus sur des modules et des catalogues de formation prédéfinis. Bah merci beaucoup. En tout cas, on se rend compte, parce qu'elle a donné un échantillon assez représentatif des caisses et des organismes qu'on va avoir tout au long de cette émission en ligne, à distance, en visio. Et c'est vrai qu'on se rend compte qu'à la fois les techniques, à la fois les supports, tout évolue en fait, tout est et les attentes à la fois du formateur et du formé. C'est vrai que tout ça, les lignes sont en train de bouger. Absolument. En parlant de ça, vous avez fait le lien sur l'N3S tout à l'heure, c'est génial, parce qu'on a la chance, comme il faut tous le lien avec la séquence suivante. Là pour faire le lien Virginie, c'est extraordinaire. Alors là, pour le coup, on est en distance. Voilà, on parlait de technologie tout à l'heure.
Alors, Benjamin Génie, directeur de la formation de l'N3S, est avec nous. Est-ce qu'il m'entend? Oui, je vous entends parfaitement. Bonjour. Ah, c'est parfait. Merci beaucoup, Benjamin, d'être avec nous ce matin et de vous être rendu disponible pour présenter un petit peu, dans un premier temps, si vous en êtes d'accord, entre guillemets, le portefeuille de formation de l'EN3S. La question, c'est de savoir un petit peu ce que vous proposez. J'ai cru comprendre que c'était très complet et quels sont les champs qui sont couverts par celui-ci. Très bien. Déjà, merci à vous deux, Virginie et Alexandre, pour l'invitation et pour ce rendez-vous qu'on suit nous régulièrement aussi, ces rendez-vous de l'innovation. Je vais finalement être dans la droite ligne de ce que disait Élodie Marchat. Le N3S, bon, vous connaissez l'institution, c'est l'école de formation des cadres dirigeants de la protection sociale. Bien entendu, il y a tout ce qui concerne la formation initiale, mais il y a la formation tout au long de la vie qui est également très présente. Et nos principaux objectifs, c'est d'être un lieu de rencontre et d'expertise interbranche, interrégime, bien sûr, et au-delà de ça, de couvrir aussi le champ de l'ensemble des acteurs de la protection sociale, c'est-à-dire des publics. Alors récemment, on travaillait par exemple sur des formations pour les conseillers, les administrateurs. On se tourne aussi vers des risques qui ne sont pas dans la sécurité sociale, mais qui sont des risques sociaux comme Pôle emploi. On travaille avec les collectivités territoriales. Donc la vocation, c'est d'être un peu un creuset comme ça d'innovation et d'échange pour essayer de retirer le meilleur et les bonnes pratiques de tous les acteurs de la protection sociale. Alors vous le précisiez, c'est un portefeuille très complet. On a déjà eu l'occasion de le présenter au réseau. Il y a 90 thématiques dans le catalogue. Donc évidemment, je ne vais pas les détailler. Ces 90 thématiques, elles regroupent 8 grands champs. Politique sociale, leadership management, bien entendu, qui est très cœur de métier, tout ce qui tourne autour des nouvelles formes de travail, de la performance, du pilotage, l'accompagnement RH, droit social, bien entendu tout ce qui émerge au niveau du développement personnel, les fameuses soft skills, dont je pense qu'on entendra reparler avec les organismes tout à l'heure, l'accompagnement aux mobilités, aux carrières. Et en termes de contenu, on a bien sûr une thématique qui tourne autour de la transformation et de l'accompagnement à l'innovation. Donc, bon, effectivement, moi, je reste modeste en termes d'innovation, c'est-à-dire que on est plus sur on va dire des contenus innovants que sur des innovations de rupture, mais on propose bien entendu alors des voyages apprenants. Ça, c'est des choses qui existent depuis assez longtemps, mais qui sont toujours très enrichissantes. On va voir, on peut aller, alors dans le domaine des startups, on propose quelque chose. On propose aussi quelque chose pour aller voir ce qui se passe en matière de pratiques environnementales et d'accompagnement à la transition écologique. On a aussi des déjeuners virtuels pour voir toutes les innovations qui sont à l'œuvre en termes de systèmes d'information. Et puis, on propose aussi des contenus innovants en termes de démarche. On va accompagner les organismes, notamment en termes d'innovation dans la conduite de leurs projets d'entreprise, par exemple, ou bien ceux qui veulent structurer leur démarche d'innovation en interne. Voilà, donc c'est des contenus qui sont pour nous essentiels et c'est une thématique à part entière. D'accord. Et alors, le N3S, en discutant avec vous, vous nous aviez dit que le N3S déployait une approche innovante, notamment sur un passage à une logique d'approche par compétences ou par bloc de compétences. Alors, est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu plus ? Ah oui, effectivement, merci. C'est quelque chose en fait auquel on tient beaucoup, qui est encore qui n'est pas généralisé. Ça rejoint l'idée, si vous voulez, du pick-in et d'un accompagnement qui serait plus individualisé. C'est-à-dire qu'on l'a décliné pour l'instant essentiellement sur un cycle long, qui est un master qu'on propose, le master en lien avec partenariat avec Lucans, master management des organismes de protection sociale. On s'est dit voilà. Il faut qu'on arrive à constituer à travers toute cette myriade d'enseignements, de formations courtes, des blocs cohérents qui répondent à une analyse des besoins et qui peuvent ensuite permettre de valider l'acquisition de compétences. Donc, pour ce master, par exemple, on a créé 3 blocs. Premier, c'est piloter la performance, manager les collaborateurs, donc ça, c'est quelque chose d'assez classique. Deuxième bloc, être acteur du développement de son organisme, assurer sa promotion. Et troisième bloc, contribuer à l'innovation et au développement de la protection sociale. Et tous les enseignements, si vous voulez, ont été validés à travers ces 3 blocs de compétences. Et on les a, alors c'était un travail assez fastidieux, avec notamment l'université qui porte le master. Il a fallu eux aussi les faire rentrer dans cette nouvelle logique qui est plus simplement une logique
on va dire, d'unités de valeur qui s'accumuleraient comme ça, mais bien, voilà, qu'est-ce que je peux valider? Et derrière ça, on retrouve l'idée de pouvoir se dire, voilà, est-ce que je ne suis pas forcément obligé de suivre les 3 blocs? Si j'ai déjà au cours de ma carrière professionnelle validé par des acquis de l'expérience un bloc, je ne pourrais en faire que 2 sur 3. On retrouve ça, alors ça c'est au niveau du master, où vraiment c'est abouti. On l'a en perspective dans d'autres cycles, des cycles toujours longs, c'est peut-être un peu plus facile à mettre en œuvre, par exemple tout ce qui tourne autour des médecins conseils, formation des médecins conseils ou des ingénieurs conseils. Là c'est pareil, un médecin conseil qui a déjà une expérience professionnelle antérieure, on pourrait lui dire, voilà, vous devenez médecin conseil chef, vous n'allez pas suivre l'ensemble de nos enseignements, mais on fait un bilan de compétences et on vous permet de valider votre cycle long uniquement avec un certain nombre de blocs. Et dernier chantier, on souhaite aussi le décliner en faisant le lien formation initiale, formation continue. Vous savez qu'on a chaque année une soixantaine d'élèves qui sortent de la formation initiale, qui vont dans les organismes, en tant que manager stratégique, agent de direction. On voudrait aussi pouvoir leur proposer une offre de service en disant, voilà, vous avez déjà acquis plein de choses en formation initiale. Maintenant, en lien avec vos parcours, on peut vous proposer tel parcours individualisé de formation continue. Voilà, donc c'est une forme d'innovation, si vous voulez, organisationnelle. C'est vraiment un énorme chantier. Là, je trace juste quelques perspectives. On est très loin d'être complètement mûr sur le sujet. Et pourtant, vous allez encore plus loin, d'après ce que j'ai cru comprendre. En préparant cette émission, on a échangé un petit peu. Et vous nous avez dit que vous travaillez sur les questions de neurosciences. Alors, ça fait tout de suite un peu peur peut-être aux gens. Mais quel lien on fait entre la formation professionnelle et les études du système nerveux d'un point de vue scientifique? Ça paraît un peu… là, c'est l'utopie, là, presque, on a l'impression. Non? Alors, je pense qu'il y aura beaucoup de choses qui seront apportées aussi après en termes d'innovation sur le terrain là-dessus. Simplement, ça, c'est une formation que nous-mêmes, on a suivie en interne, l'ensemble de la formation continue du N3S. Donc, on est une petite équipe, on est une quinzaine de personnes avec des chargés de projet qui font de l'ingénierie pédagogique en lien avec nos intervenants. Et on a tous suivi cette formation. Alors, plus que neurosciences, c'est… pour un peu démystifier, c'est sciences cognitives, le terme qui est souvent employé. Après, il n'y a rien de non plus, là c'est pareil, de très révolutionnaire, mais en fait, ce qu'on veut, c'est qu'on veut irriguer l'ensemble de nos intervenants de ces apports-là pour leur dire, voilà, soyez vigilants en termes de déroulé pédagogique et de support, puisqu'on sait qu'il y a des mécanismes qui tournent autour de la motivation et de l'apprentissage qui sont à réutiliser en formation continue. Je donne quatre rubriques, 4 exemples. Le premier, évidemment, quand on veut apprendre, on sait qu'on apprend mieux quand c'est ludique, quand ça permet de mettre en mouvement nos émotions. Donc ça, c'est tout ce qui tourne autour des mouvements dits en anglicisme, beaucoup d'anglicisme, gamification, c'est-à-dire qu'il faut être attentif à ce qu'on propose des situations de jeu, des situations ludiques, des situations pratiques, et nous, on peut le proposer à différents titres dans certaines formations. L'autre aspect des neurosciences et des sciences cognitives, c'est qu'il faut bien entendu que ça fasse sens, la formation. Et ça, c'est un énorme défi pour la formation continue parce que jusqu'à présent, on a plutôt tendance, je travaille, ensuite je m'extrais, je viens à Saint-Étienne, à Paris ou bien dans mon organisme, puis j'ai mes 2-3 jours de formation et puis je retourne dans mon univers professionnel et puis qu'est-ce qui se passe? Finalement, je ne réutilise pas forcément ça. Qu'est-ce qu'il en reste? C'est la question de l'évaluation derrière qui se pose. Qu'est-ce qu'il en reste quelques temps après? Pas grand-chose. Donc, on essaie modestement de faire en sorte que toutes nos formations apportent du pratique. Par exemple, gestion d'un projet immobilier, les participants, ils sont un projet en cours, ils amènent leur projet. Gestion de projet en gestion du risque, de la même façon, ils vont amener leur projet aux intervenants pour pouvoir travailler sur quelque chose qu'ils vont réutiliser. Les neurosciences, elles nous apprennent aussi qu'il faut laisser de l'autonomie et du choix. Donc là, c'est effectivement, le descendant, ça a vraiment montré ses limites. Et puis, le dernier aspect, c'est qu'il faut aussi pouvoir avoir des choses dont on a besoin. Alors là, nous, on ne le propose pas, mais c'est une tendance qui est très, très forte en matière de formation continue. C'est ce qui s'appelle le micro-learning. C'est-à-dire, en gros, j'ai un besoin tout de suite. Je ne vais pas attendre d'être inscrit à une formation 6 mois après. Il faut que je trouve via des ressources tout de suite la réponse et que je puisse la réutiliser tout de suite. Nous, on le fait à travers ce qui est vraiment très, très commun en formation continue, c'est les fameux rétex. Donc, évidemment, on vient 6 mois, 3 mois après dans l'organisme pour dire, ou avec les stagiaires, pour leur dire, voilà, maintenant, est-ce que vous avez vraiment réutilisé ça? Par exemple, le management visuel, est-ce que vous l'avez réutilisé?
et, oui ou non, et pourquoi, et dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on peut vous proposer. Voilà ce que peuvent entre autres apporter ces fameuses neurosciences ou sciences cognitives. Merci beaucoup Benjamin, je pense que ça a été on a un peu démystifié l'approche, je pense que vous avez bien fait le boulot là-dessus et je pense que nos spectateurs sont moins effrayés qu'au départ quand je leur ai parlé de cette thématique. Merci beaucoup de nous avoir consacré un peu de votre temps et en tout cas vous nous faites un retour quand tout ça est un peu plus déployé de manière large parce que c'est vraiment évidemment très intéressant et très passionnant de savoir ce qu'il en ressort. On va donner à des experts, Virginie, on va donner la parole à quelqu'un qui n'est pas du sérail, comme dirait l'autre, qui n'est pas du sérail de la sécurité sociale. Mais c'est pas une tare, je ne le suis pas non plus. Voilà. Stéphane Dibol, qui est le président donc je précise bien, de l'association des responsables en formation en numérique. Donc, première question, c'est quoi cette association et pourquoi avoir créé une association, Stéphane ? Eh bien, merci beaucoup de l'invitation. Je trouve ça passionnant parce qu'il y a un vrai foisonnement et c'est ce qu'on aime. À la FEN, c'est l'association des responsables de formation en entreprise. Pour travailler entre autres sur les usages numériques. Donc ça regroupe toutes les entreprises, on est 10 000 sur l'ensemble du territoire. On dépasse le territoire avec le fait de travailler sur la francophonie pour avoir des regards croisés, c'est-à-dire d'avoir des gens qui pensent différemment et qui nous nourrissent. Et ensemble, on essaie de faire des choses. On a fait le MOOC du responsable de formation, on a fait format radio, le podcasting apprenant, etc. Donc on essaye de faire avec des gens qui sont en entreprise, donc en activité, donc qui n'ont pas énormément de temps. Mais c'est un observatoire très intéressant. Parce que ça permet, de par justement ces regards croisés, de se dire qu'est-ce qui bouge. On pourrait dire que le changement c'est maintenant, je crois qu'il y en avait un qui l'avait dit. La vraie question c'est quand on dit le changement c'est maintenant, c'est de quel changement on parle. C'est-à-dire qu'est-ce qui bouge. Et la grande innovation c'est le fait de dire qu'il faut faire de la veille. Aujourd'hui, la formation 20e siècle ne faisait pas énormément de veille. Maintenant on est obligé de se dire qu'est-ce qui bouge. Et le changement c'est le fait de dire d'abord qu'est-ce qui bouge, est-ce que je suis au courant ? Est-ce que le métaverse va remplacer quelque chose? Qu'est-ce qu'on met derrière les X-réalités, comme on dit aujourd'hui? Est-ce que le podcasting est quelque chose d'intéressant? On parlait du micro-learning, du snack content, slow content. Comment est-ce qu'on réorganise tout ça? Et on s'aperçoit qu'il y a plein de mots nouveaux qui apparaissent. Donc soit je ne suis pas au courant, je me dis je vais attendre. Ouais. Et ce qui n'est pas grave, on sera obsolète rapidement. Donc ça veut dire qu'il faut jouer la retraite dans ces cas-là. Donc, toujours l'actualité. Exactement, donc c'est pour rester calé à l'actualité. Mais soit on se dit comment est-ce que j'entends parler de ça et qu'est-ce que j'en fais. Et aujourd'hui, la vraie problématique, c'est que si on prend par exemple les MOOC, ont été créés en 2008, les MOOC sont rentrés en entreprise en 2016. Ouais. Autrement dit, en 8 ans, l'innovation est rentrée. Le podcast apprenant est rentré, a été remis avec Clubhouse en 2020. Un an après, toutes les grosses entreprises l'avaient essayé. Et c'est extraordinaire le podcasting pour travailler sur la connaissance. Un changement culturel par le podcasting, c'est beaucoup plus efficace que par la vidéo, pour plein de raisons. Donc ça veut dire, est-ce que moi, d'abord, je suis au courant? Est-ce que moi, je sais qu'une innovation, en un an, c'est diffusé? C'est-à-dire que, grosso modo, la formation est en veille, elle se dit d'où va venir l'innovation. C'est-à-dire, grosso modo, on ne sait pas où on va. Voilà, c'est ça le premier élément. Donc, ça veut dire quand on ne sait pas, tenons-nous au courant de ce que font les autres. Créons ces espaces-là. Et donc, le premier élément, c'est de se dire, alors on parle beaucoup du numérique parce que c'est là où il y a des changements majeurs. On rentre, comment est-ce qu'on fait du bon numérique? Comment est-ce qu'on l'évalue? Il y a plein de choses qui bougent énormément. Comment est-ce que le présentiel se réinvente? Comment est-ce que le présentiel se réinvente et avec du numérique? C'est-à-dire, quand on a fait une formation, si la formation est intéressante, est-ce que les gens le mettent en place? Pourquoi pas faire une communauté apprenante? C'est tous ces outils-là, c'est pas chacun fait un peu comme il veut, il faut qu'il y ait des gens qui l'écrivent, on l'expérimente. Aujourd'hui, il y a énormément de retours d'expérience, mais il n'y a pas de standard. Et on a 10 ans pendant lesquels les gens qui sont des créatifs en formation sont des gens qui sont faits pour la formation. Donc le premier élément majeur du changement, c'est l'offre. L'offre change. L'offre, y compris avec jusqu'à l'évaluation. Donc les open badges, enfin il y a plein de choses extraordinaires. Soit on se tient au courant, soit on ne se tient pas au courant. Si on ne se tient pas au courant, on n'est pas forcément légitime pour tenir son poste. Donc deuxième élément, c'est le fait de se dire, mais le grand changement, le changement majeur du XXIe siècle, c'est l'apprenant. Le XXe siècle, c'est le siècle de l'expert, le XXIe siècle, c'est le siècle de l'apprenant. Voilà. Donc ça veut dire quoi? Alors ça, c'est un truc de gens qui vendent des formations, donc, ce que je ne vends pas. Donc, voilà. Mais ça veut dire qu'effectivement, au lieu de dire celui qui fait la formation, c'est l'expert, celui qui fera la formation, de plus en plus, c'est l'apprenant. Autrement dit, il faut lui demander son avis. Est-ce que ça l'intéressait? Voilà. Et donc ça veut dire qu'il nous dit oui, non parfois, donc on n'infantilise pas les apprenants, mais ça veut dire qu'on va développer ce contact avec les apprenants, ce qu'on appelle aujourd'hui le premier grand événement sur le marketing de la formation a eu lieu en 2001 en France. Voilà. Donc ça veut dire que maintenant, il faut marketer ces formations.
Alors marketer, soit on le fait, 20e siècle, on dit j'essaie de trouver 3 mots sympas pour essayer de le vendre et avoir l'air de dire on enrobe le truc, c'est un peu moche mais ça passera. Soit on se dit qu'est-ce que demandent les gens? On fait du vrai marketing, c'est-à-dire comment fonctionnent les apprenants et on s'aperçoit qu'on ne le sait pas. Aujourd'hui on n'a pas d'éléments. Et donc tout le travail va être de construire ça parce que le marketing c'est d'apprendre à donner envie. Et ça c'est le boulot de la formation d'entreprise. Donc ça veut dire qu'il faut réinventer plein de choses, ce qui est formidable pour les gens créatifs encore une fois. Et ça veut dire qu'une des grosses tendances, pour ne pas faire trop long, et qu'on retrouve en pédagogie, c'est le fait de dire qu'on redonne la main aux apprenants. Autrement, c'est ce qu'on appelle le Learner Generated Content, c'est-à-dire qu'on leur dit, alors il y a des World Café qui se font en présentiel, enfin tout est possible, mais ça veut dire que c'est là, on part par ce que nous donne l'apprenant. Et donc derrière, il faut y réfléchir en amont, expérimenter des choses, travailler ensemble et être capable de se dire voilà ce qu'on vous propose. Et la solution, est-ce que c'est bon ou pas bon? Demandez aux apprenants. Oui, bien sûr. Et une fois qu'ils nous disent c'est bon, la courbe pédagogique est intéressante parce qu'en fait, on sait si on fonctionne et il faut toujours garder le lien. La grosse innovation, c'est qu'on est rentré dans la relation apprenante. Voilà. Et ça change complètement la façon de faire de la formation. Stéphane, il a parfaitement introduit notre deuxième séquence qui est justement, entre guillemets, la prise de température dans les organismes locaux. Et je pense qu'on va se retrouver à peu près. Il y a des thématiques que vous avez brossées de manière un tableau ultra général et très complet. Je vous remercie, Stéphane. On va voir un peu. De nouveau et oui, Stéphane, il va à la avoir fin du webinaire pour justement réagir sur les expérimentations, les innovations que on vous donnera la parole. Vous nous disiez un petit peu ce que vous ressentez quand vous en apprenez, vous écoutez ce que le réseau justement entre guillemets propose, dispose. Et je pense que c'est assez intéressant parce qu'on se rejoint, je pense, sur les différentes prises de parole, même y compris avec Benjamin de l'EN3S qui était à distance. Alors on va tout de suite donc basculer sur la deuxième séquence, donc c'est celle de la prise entre guillemets de pouls dans les organismes locaux de sécurité sociale. On va commencer, on a cinq entre guillemets, expérimentations, initiatives qui vont être mises en exergue ce matin. On va commencer, on a parlé de numérique, on va commencer directement par le numérique et on va parler du côté de la CARSAT du Midi-Pyrénées, on va parler de réalité virtuelle appliquée à la formation. Vous voyez, donc là on est vraiment dans le pur numérique pour le coup. Alors, ils sont à distance, je ne vais pas écorcher leur nom parce que sinon ils vont m'en vouloir. Donc j'espère qu'ils m'entendent bien et que ça fonctionne bien de leur côté. J'ai le plaisir d'accueillir Rémi Bazayas-Chaminade, qui est responsable d'unité de formation à la CARSAT. Est-ce que Rémi m'entend? Je vous entends parfaitement. Bonjour à tous. Bonjour Rémi, merci. En tout cas, je suis content que ça fonctionne bien. Et logiquement, vous êtes accompagné d'Isabelle Bédry, qui est manager du secteur des relations internationales au sein de la CARSAT également. Est-ce que Isabelle m'entend également? Oui, parfait. Merci. Bonjour à tous. Voilà, au moins la technique, elle fonctionne bien, Stéphane. Oui, c'est important. C'est toujours essentiel que la connexion fonctionne bien. Bonjour à vous deux. Merci de nous avoir consacré un peu de votre temps ce matin. Première question, elle est très simple. Pourquoi introduire des casques de réalité virtuelle dans la formation? Ça paraît un petit peu original, on va dire, pour du moins. Alors, pourquoi effectivement, les modalités pédagogiques évoluent. On l'a abordé un petit peu là, en préambule pendant le webinaire. Comment ça se traduit concrètement à la CARSAT Midi-Pyrénées? On va vous présenter avec ma collègue Isabelle un exemple de mise en pratique utilisant la réalité virtuelle. En fait, cette démarche, elle est née d'une sollicitation de la direction de l'innovation de la CNAV et de la direction des relations humaines transformées, également à la CNAV, qui ont sondé un petit peu le réseau des CARSAT sur l'utilisation et le test de modalités de formation un petit peu différentes autour des soft skills qu'on a abordés précédemment en lien avec les pratiques managériales des managers du réseau. Donc pour expérimenter le déploiement de ce type d'outils, on a essayé en tout cas de travailler avec nos apprenants pour affiner notre besoin. Et donc on a réalisé une série de tests et d'entretiens couplés à la construction du plan de développement des compétences pour tous les experts formation qui nous écoutent, ça leur parlera, avec un doublé en fait d'un sondage d'intérêt sur le sujet. Auprès des managers de la caisse pour savoir s'ils étaient intéressés, par cette modalité pédagogique-là, et s'ils étaient OK pour travailler avec nous à la définition des thématiques qu'on pourrait aborder avec ce type d'outils, adapté bien sûr au contexte professionnel qui est le leur et à la stratégie de la CARSAT sur l'évolution des pratiques managériales. Donc c'était vraiment un dialogue entre deux partenaires, les managers et le service formation, pour arriver à
trouver l'usage le plus utile possible pour eux et qu'ils puissent s'ancrer dans leur réalité quotidienne de travail. On sait que sur la question des pratiques managériales, l'accompagnement au long cours, c'est nécessaire à une évolution des pratiques et cet outil permet assez facilement de travailler sur une prise de conscience individuelle de sa pratique professionnelle et en même temps par des séquences d'apprentissage assez courtes, puisque c'est un outil qui est plutôt adapté pour des séquences, alors je dirais pas de micro-learning, mais des séquences pédagogiques courtes. En même temps, essayer de rentrer dans un pas de deux, c'est-à-dire faire 2 pas en avant sur un changement de pratique, et puis reculer un moment, puis refaire à nouveau 2 pas dans une modification, et être accompagné au fur et à mesure dans l'évolution de ce positionnement. Voilà un peu ce qu'on est allé chercher dans la réalité virtuelle et dans en fait un outil au service d'une pédagogie qui n'est pas révolutionnaire, c'est pas un grand changement. On est sur des séquences de formation très classiques, plutôt courtes, sur une demi-journée, et avec des séquences pédagogiques incluant une formatrice qui est aguerrie sur les sujets qu'on va évoquer et qui maîtrisait les outils de réalité virtuelle. Donc, des séquences pédagogiques et théoriques, et puis des parties plutôt pratiques avec l'utilisation de 2 modules de réalité virtuelle autour donc, de l'écoute active et de la gestion et de la détection des conflits. Alors, voilà un petit peu comment on a abordé ce sujet. Pardon, j'ai posé une question à Isabelle Bédry. Je t'en prie. Donc, alors, concrètement, justement, on a envie de savoir comment se déroulent vos séances de formation virtuelle et la plus-value aussi. C'est important de noter la plus-value de ce format par rapport aux autres modules testés. Alors, dans la pratique, donc, comme le disait Rémi, donc, nous, notre prestataire, il nous a présenté les différents modules. Donc, l'idée, c'est de choisir ceux qui sont en lien avec nos enjeux managériaux. Donc, nous, on est parti effectivement sur l'écoute active et la gestion et l'anticipation des conflits. Dans la pratique, donc, ça se traduit par une formation d'une demi-journée en présentiel par petits groupes de 4 avec les 2 thématiques donc, spécifiquement choisies. L'idée, en fait, c'est d'outiller le manager avec le collectif qui se modifie et d'avoir une partie de formation donc, théorique qui va permettre de fixer le cadre d'apprentissage et une partie plus expérimentale avec une pratique donc, de la thématique qui aura été suivie dans la partie théorique. Bien sûr, au préalable, il faut former les apprenants à la pratique du casque de réalité virtuelle, puisqu'il faut après que l'apprenant soit à l'aise lorsqu'il sera dans les modules de formation. Donc ça, c'est pour la mise en pratique. Et puis, donc, pour les aspects positifs de cette formation, c'est de permettre de recréer en 360 à l'infini, finalement, des scènes qui permettront au manager d'aller dans des situations dans lesquelles il aura envie de se perfectionner ou des situations qu'il a connues, qui l'ont peut-être mis en difficulté, en sachant que cette technologie va lui permettre d'aller dans ces situations-là sans enjeu, puisqu'il va pouvoir se tromper, recommencer, jusqu'à ce qu'il puisse être à l'aise dans ces situations-là. Il n'y a pas d'effet négatif ni pour lui ni pour l'interlocuteur, puisqu'on va être dans le virtuel. On va faire tomber les appréhensions du coup de l'apprenant, puisqu'il va comprendre qu'il n'y aura pas d'enjeu. Et l'objectif, ça va être de lui donner, ou tout simplement de lui redonner confiance dans sa gestuelle, aussi dans son expression orale, mais aussi dans sa posture. Merci beaucoup. Et donc en fait, on voit comme la potentialité de l'outil et vous l'avez déterminé, entre guillemets, pour l'instant dédié à deux thématiques qui sont l'écoute et la prévention des conflits entre guillemets au sein des équipes. La question qui est très simple et je vous la pose à tous les deux, c'est demain vous voyez peut-être d'autres usages. Je pense notamment, on en parlait avec Agnès en amont, la question de la relation avec l'usager. Est-ce que cet outil-là peut être utile dans cette optique ? En effet, c'est une des pistes exploratoires, je pense, qu'il y a à continuer à creuser, l'élargissement de l'usage de cet outil auprès des autres salariés de la caisse. Donc, on a quelques pistes à explorer. Effectivement, la thématique autour des salariés qui sont en situation de front office
surtout en front office, en accueil physique, et une thématique à explorer autour de la gestion des situations difficiles pour tenter de désamorcer les conflits, les détecter. Des formations qui existent déjà, hein, par ailleurs, qu'on déploie en format un peu plus traditionnel, j'oserais dire, avec nos partenaires, souvent l'Institut K10 et puis le N3S. L'idée, si jamais on explore un peu plus en amont ce genre de sujet, c'est d'offrir un panel d'outils aux salariés pour mettre en cohérence un petit peu les attentions entre les managers qu'on aurait formés en utilisant la réalité virtuelle et puis les agents qui sont sur le terrain, les salariés qui sont en front office. Je dirais qu'au-delà des questions de formation sur ce type d'outils, ça permet aussi d'acculturer à la question du numérique pour nos agents, pour l'ensemble des collaborateurs des caisses. Et ce, quel que soit le niveau de responsabilité, je pense qu'on a un terrain à explorer et à occuper pour grandir collectivement sur l'acculturation au numérique. C'est vrai qu'on en demande aussi aux assurés. Ils sont habitués à faire créer leur espace en ligne, faire de la coproduction, scanner leurs documents. C'est une forme de symétrie des attentions, je dirais, entre ce qu'on demande aux assurés et du coup ce qu'on demande aussi à nos collaborateurs dans les caisses, quoi. Essayer de leur donner aussi accès à des outils du numérique pour se mettre à un certain niveau d'équité, quoi, autour des questions des outils, du numérique et des nouveautés qui sont accessibles au grand public d'ailleurs, et donc qu'on aurait tort de s'en priver, quoi. Merci à tous les deux, merci pour ce retour, et en tout cas on vous suivra la suite qui sera donnée à votre initiative. En tout cas on a vu que le numérique peut vraiment être fort utile dans cette approche, notamment vous disiez de droit à l'erreur, d'acceptation d'un environnement différent et d'interaction. C'est comme quoi parfois les avatars numériques sont aussi pertinents parfois que les avatars humains. Mais bon, il faut savoir mêler les deux choses. Merci à tous les deux. Merci à vous. Merci à vous. Et voilà, et on passe d'une CARSAT à une autre, vous voyez, on va resté dans la branche retraite. C'est la thématique de la semaine, on va dire un petit peu du mois, je pense des semaines qui vont venir, mais ça tombe bien. On va maintenant aller un peu plus dans le nord, on va aller à la CARSAT Normandie. Est-ce que Émile Georges et Béatrice Bellevallée m'entendent bien? Moi, je crois que je les vois. Très bien. Ah, elles m'entendent bien. Merci à toutes les deux d'être présentes ce matin. Vous voyez, en plus, c'est mutualise les caméras, c'est vraiment bien, c'est l'économie d'énergie optimisée. c'est vraiment dans les thématiques, genre. Alors, on a parlé un peu de numérique avec les CARSAT du Pyrénées. Vous, c'est intéressant parce que vous mêlez à la fois approche numérique, on va en parler avec une application, et à la fois une approche organisationnelle en parlant sur ces fameuses communautés apprenantes. On en a parlé un petit peu en introduction de cette émission. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de cette approche mixte que vous avez déployée au sein de la CARSAT? Béatrice? Oui, je vais démarrer. Bonjour à tous. Vous raconter notre histoire effectivement qui s'est déroulée en 2022 sur cette démarche couplée entre une classique définition thématique de formation professionnelle, mais assortie d'une application téléchargeable à la fois sur le téléphone et disponible aussi sur micro, mais on a plutôt privilégié le smartphone pour installer cette application. Forte d'un constat partagé par beaucoup d'organismes et d'entreprises, je pense, d'une vraie réflexion sur les nouveaux attendus managériaux, accélérés par la crise sanitaire, accélérés par l'hybridation du travail et justement cette volonté de garder le lien en continuant à former les managers et en réunissant les managers autour d'un outil, donc une application digitale qui permettait à la fois de constituer une communauté managériale à l'échelle de l'ensemble des managers et différentes communautés en fonction de points communs qu'on avait définis et qui sont à la main d'ailleurs pour définir ces périmètres de communauté plus sur des secteurs d'activité, donc plus les relations de back-office, les relations de front-office, par exemple, ou les métiers support, mais en transversal pour pouvoir échanger sur les équipes d'intervention, aussi bien avec, par exemple, les équipes de la DRP, la direction des restos professionnels, ou les équipes du service social. Notre objectif, en fait, il était de continuer à faire vivre à travers cette appli les thématiques que les managers pouvaient aborder en présentiel. Donc, on avait co-construit avec notre partenaire un parcours de formation que devait suivre tout nouveau manager sur l'ensemble des thématiques. Et pour les managers plus anciens, en poste, ils avaient le choix sur 3 thématiques.
Et en fait, comment permettre aux managers de continuer à s'acculturer l'ensemble des éléments qu'ils avaient pu avoir pendant le dispositif de formation en présentiel, comment se réinterroger sur ces pratiques. C'était notamment un outil qu'on nous a proposé, qu'on a jugé hyper pertinent aussi par rapport à cet objectif-là, avec un travail, une approche hyper personnalisée, donc des débriefs avec en fait le prestataire qui nous accompagnait pour pousser des contenus régulièrement au regard des thématiques qu'avaient suivi les managers. Donc, on avait par exemple une thématique autour de la connaissance de soi et des autres. Une fois que l'ensemble des managers ont suivi cette formation, on poussait du contenu sur cette thématique et on les challengeait par rapport à leur posture sur cette thématique via notre application. Alors, est-ce que vous pourriez nous donner en fait les grands atouts du coup de cette appli et surtout aussi nous dire comment cette appli elle trouvait sa place dans la routine d'un manager? Alors, l'application, elle a démarré déjà par la réalisation de ce qu'on a appelé un regard croisé, c'est-à-dire qu'elle a pu administrer un questionnaire qui a été envoyé aux managers spécifiquement pour qu'ils fassent un autodiagnostic de leur posture managériale, de leur mode de management, et un questionnaire aussi envoyé à l'ensemble des collaborateurs pour évaluer en mode 180 comment ils estimaient le mode de management de l'équipe dans laquelle ils travaillaient. À l'issue de ce qu'ils ont appelé le regard croisé est sortie une magnifique toile d'araignée avec les points forts et points faibles. On n'est pas poussiéreux pour autant à ça. Et du coup, une étude de comparatif possible sur le panel de managers qui avaient répondu. Sur le panel de managers, cette appli étant distribuée dans de nombreuses entreprises, il réalise aussi des cartographies d'un manager type dans l'ensemble des entreprises. Et puis, au sein de la CARSAT. À l'issue de l'exploitation de ce diagnostic, sont apparus des besoins, construit justement le programme de formation professionnelle et les thématiques de formation. Donc, on a bien toujours ce parallèle entre l'intérêt de l'appli et l'intérêt de la construction du programme de formation. Et puis, cette appli qui a, comme le disait Emeline, au regard des thématiques poussées, permettait, de faire des quiz, de réagir avec des communautés par des chats, par des réactions, des challenges, des défis. Une mallette managériale qui justement, forte des contenus poussés à la fois par l'appli et par les échanges de bonnes pratiques entre managers, constituait cette mallette managériale à disposition là de l'ensemble de la communauté et non pas des différents paramètres. Un chatbot aussi qui est mis à disposition au sein de cette appli avec vraiment des bases de données très importantes qui en plus s'agrandissent justement des partages de bonnes pratiques des managers. Donc c'est de la réponse immédiate à ces soucis de management en live. Et puis ces binômes et ces communautés, ces speed codev qu'on pouvait réaliser directement via l'appli. Et puis la dernière offre que proposait aussi ce prestataire de cette application, c'est ces fameuses routines dont vous parlez, Virginie, et je vais laisser Emeline évoquer les manager boost, comme on les a appelés, mais au sens de je booste mon manager. Alors, le Manager Boost, c'était une séquence mensuelle, on va dire très courte, 30 à 40 minutes. On a fait le choix que ces séquences, elles soient en fait portées à chaque fois par un agent de direction différent pour vraiment un portage collectif, codir sur le sujet, avec des thématiques vraiment très larges sur l'efficience, la performance, sur manager en incertitude, sur comment je gère en fait la fixation d'objectifs difficiles, donner du sens auprès des équipes par rapport à des objectifs difficiles, comment gérer aussi du relationnel, interpersonnel qui peut être parfois aussi complexe, difficile, conflictuel. Voilà, donc c'était des séquences où un agent de direction témoignait par rapport à sa propre mise en pratique sur ce sujet, une réaction des questions des managers en présentiel et aussi l'occasion du coup de faire un focus sur ce que pouvait apporter notre appli sur ce sujet. Et puis, pour continuer en fait à nourrir les addicts par rapport à notre appli, on a aussi mis en place un petit challenge dans un esprit de solidarité. Du coup, qui permettait, par rapport au nombre de réponses apportées par les managers, de créer une petite cagnotte qui va prochainement être diffusée auprès d'une association que les managers, en fait, ont choisi à travers un vote via l'applicatif. Puisque cet applicatif, c'est important de préciser, c'est ce qui crée vraiment la vie de cet applicatif, c'est qu'en fin de compte, en fonction de vos connexions, vous emmagasinez des points
Et ce nombre de points, et c'était le challenge de la cagnotte solitaire du mois de décembre, puisque c'était Noël, c'était d'identifier, de proposer des associations. Et plus vous connectiez sur l'application, plus vous aviez des points, et ces points se transformaient en euros au bénéfice de l'association. On a pu, et le partenaire a ainsi pu faire offrir un chèque de 400 euros à une association locale qui a été choisie par les managers. Donc ça vient des vocations à la fois innovantes sur le caractère digital et qui rejoint quand même nos valeurs de solidarité. Bah merci, on voit que en tout cas c'est vraiment hyper intéressant et jusqu'au bout du processus où vous êtes allé, c'est vraiment intéressant. Un petit dernier mot, en mot de conclusion, ce que vous avez parlé notamment de ces communautés managériales, on se rend compte que c'est vraiment le moteur entre guillemets de l'application. Sans ces communautés, l'application ne vit pas, n'évolue pas, ne s'adapte pas et ne répond pas forcément aux attentes que vous comptiez au départ. Justement, est-ce que ce concept de communauté managériale, vous comptez vous appuyer dessus pour peut-être aller sur d'autres champs, d'autres thématiques? Parce qu'on se rend compte que cette mobilisation interne peut découler sur des choses assez intéressantes. Je dirais naturellement, en fait, c'était un de nos enjeux en termes d'organisation. On avait mis en place préalablement à toute cette démarche d'accompagnement pas mal de dispositifs en place et on n'avait pas réussi à créer une véritable communauté managériale. Donc là, on souhaite vraiment capitaliser sur ce sujet, continuer à les faire vivre et même les faire évoluer parce que ce qu'il a pu nous remonter en termes de retour d'expérience sur l'appli, les communautés que nous, on avait pensé pertinentes avec Béatrice de par l'approche front office ou back office, ligne support, on s'est rendu compte qu'en fonction des thématiques et aussi au regard de ce qu'avaient pu partager les managers pendant les séquences en présentiel de formation, il y a d'autres communautés qui sont créées, d'autres liens qui se sont mis en place. Et donc, ça va être finalement réinterroger ces communautés, les faire vivre. Enfin, c'est vraiment notre challenge, je dirais, pour l'année 2023. Mais en prenant en compte ces liens qui ont pu se créer, ces appétences et ces nouvelles expressions. Donc très concrètement, en fait, on va avoir un séminaire fin mars pour capitaliser sur toute la démarche et voir comment, ensemble, on continue sur cette dynamique. En tout cas, on vous souhaite bonne route. On espère que ça se passera bien et bon courage pour fin mars en tout cas. On vous racontera de la suite. Voilà. Ça sera avec grand plaisir sur une autre émission. On suivra évidemment ça attentivement. Merci beaucoup à toutes les deux. Merci de vous être rendues disponibles ce matin. Et en tout cas, bonne route. Voilà, merci. Bonne continuation à vous. Merci. Alors, troisième initiative, Virginie. Alors là, on a vu des caisses. Alors là, on va avoir une initiative qui est un petit peu différente. Parce que là, on va parler d'interbranche, là, pour le coup. Là. On va parler vraiment d'interbranche et de développement, entre guillemets, croisé entre deux organismes locaux sur un même territoire. Alors, je vais appeler, on va descendre un petit peu. On était reparti en Normandie, on va redescendre un peu. On va aller du côté de la Rhône-Alpes. On a la CARSAT de Rhône-Alpes qui travaille avec la CAF du Rhône. Alors, je ne sais pas s'ils m'entendent bien. J'ai Delphine Desclades, manager de projet RH à la CAF du Rhône. Est-ce que Delphine, elle m'entend ? Bonjour Delphine, je crois qu'elle m'entend, donc c'est bon signe. Et Guillaume David, qui est chargé d'accompagnement RH et coach interne à la CARSAT. Est-ce que Guillaume m'entend ? Oui, bonjour, je vous entends très bien. Ah, super. Merci beaucoup à tous les deux d'être rendus disponibles ce matin et nous parler un petit peu de... là, on parle d'interbranche et c'est un peu un sujet, une thématique de fond dans les organismes de sécurité sociale présente, future. Je pense qu'on peut présager de ça sans se tromper a priori sur nos prédictions. Pour vous expliquer un petit peu déjà la genèse. Pourquoi vous avez travaillé ensemble ? Pourquoi vous avez décidé de créer, entre guillemets, ces modules d'accompagnement et de formation ensemble ? Je vais commencer, Delphine. Nous sommes dans un contexte de proximité, alors déjà géographique, et surtout au regard d'une convention partenariale signée en juillet 2020 qui lie nos organismes sur plusieurs sujets, à la fois sur des thématiques métiers qui rapprochent CAF et CARSAT, comme par exemple accompagner les publics fragiles, et aussi des thématiques transverses dont la transformation managériale est la principale, ainsi que des approches RH ou RSO. Et donc c'est d'un même enjeu de transformation managériale et d'intérêt commun pour la méthode de co-développement que le projet est né. De notre côté, il s'agissait de poursuivre la dynamique de co-développement initiée en 2019 au sein de la CARSAT Rhône-Alpes, qui mettait en perspective la vision d'une entreprise apprenante avec l'ambition de proposer d'autres modalités d'apprentissage aux managers que la formation dite classique. Le projet a pour objectif donc de développer une ouverture interbranche afin de permettre aux managers une plus grande richesse d'échanges et donc d'apprentissage dans les regards croisés. Et pour compléter un petit peu Guillaume, côté CAF, nous, il s'agissait d'une envie de développer le CODEV pour soutenir la fonction managériale, pour renforcer les liens et les pratiques de notre communauté managériale
Et donc en 2020, on a profité de l'opportunité d'envoyer 1 ou 2 managers en codev à la CARSAT Rhône-Alpes pour le tester, pour le découvrir. Et outre l'intérêt de la méthode, les participants ont trouvé un intérêt à partager avec des managers d'autres organismes et puis se sont sentis aussi peut-être plus libres de pouvoir échanger avec des pairs qui ne se connaissaient pas. Donc voilà comment a démarré l'aventure du CODEV Cap-du-Rhône et CARSAT Rhône-Alpes. Alors aujourd'hui, ce CODEV partagé, c'est un démarrage à petits pas depuis fin 2020, comme vous l'avez compris. À petits pas, ça veut dire une organisation souple. Aujourd'hui, c'est en moyenne 2 cycles par an. Ces cycles, ce sont 7 à 8 rencontres pour chaque cycle, des rencontres qui ont lieu à fréquence mensuelle, des rencontres qui ont lieu en présentiel ou en hybride. On s'adapte aux envies des participants. Et puis un cycle de CODEV aujourd'hui qui est à destination des managers. Alors, ce sont soit des managers de proximité, soit des managers stratégiques. Voilà un petit peu pour la genèse. Alors Delphine, est-ce que vous pouvez nous préciser les thématiques que vous abordez lors de ces CODEV? Je vais laisser peut-être. Je vais les élaborer. Guillaume. Oui, c'était prévu comme ça en tout cas. Non, ce sont les mêmes. Oui. Alors, c'est intéressant de s'attarder d'abord sur ce mot thématique que vous venez d'employer, car en co-développement, on va parler de situation en fait, car il s'agit d'une personne qui est liée à son contexte donc professionnel spécifique, donc un participant, qui va évoquer sa préoccupation, son projet ou sa problématique. Nous sommes donc ancrés en fait dans une réalité afin de pouvoir en dégager des leviers et des apprentissages utiles pour la personne concernée et pour tous plus globalement. Donc avant de parler des typologies de situation, alors j'en profite pour rappeler rapidement ce qu'est le CODEV. En fait, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est une méthode structurée qui favorise et sécurise l'apprentissage entre pairs. Donc il y a différentes étapes. La première étape, c'est l'exposé d'une situation retenue pour travailler pendant la séance. Ensuite, il y a un jeu de questionnement de la personne impliquée pour pouvoir prendre de la hauteur de vue et cerner les interactions en présence grâce aux autres participants. Puis des apports, donc par les participants, au regard de la demande formulée. Ça peut être des retours d'expérience, des alertes, des témoignages. Et in fine, la personne ressort avec des solutions et son plan d'action par rapport à la situation qu'elle a exposée au début. Et la dernière étape du CODEV, c'est vraiment une étape de débriefing pour capitaliser sur les apprentissages de l'ensemble des participants, finalement, ce avec quoi ils repartent pour améliorer leur pratique professionnelle. Alors bien sûr, je vais répondre à la question initiale. Les situations évoquées relèvent souvent alors, de la fonction managériale, c'est-à-dire ce qui peut toucher au positionnement ou au leadership. Par exemple, comment je me positionne en tant que manager de proximité quand je suis issu de l'équipe. Nous avons aussi une thématique qui émerge des différentes situations autour du management d'équipe, à savoir le management en télétravail, le management hybride, qui est plutôt d'actualité, la gestion des tensions, la motivation du collectif, la cohésion d'équipe ou l'animation de démarches participatives. Une thématique émergente, c'est aussi bien sûr autour de la transformation managériale, mais aussi des organismes, avec des situations évoquées autour de la conduite du changement, des projets d'organisation ou la délégation, qui favorise l'autonomie des collaborateurs, et également une thématique autour de l'amélioration des conditions de travail et de la performance, avec des situations évoquées sur les espaces de travail, la gestion du temps ou la gestion des priorités. On voit que c'est assez complet et que, entre guillemets, les thématiques abordées sont très transverses à vos organismes respectifs. Et on voit très clairement la plus-value, entre guillemets, pour vos managers d'apprendre, d'échanger avec les uns et avec leurs confrères sur le même territoire. Et c'est un service public et donc c'est vrai qu'un certain nombre de thématiques sont communes. C'est très, très clairement entre deux organismes, même si ce sont deux branches distinctes. Question un peu subsidiaire pour conclure tout ça. On peut s'imaginer que vous pouvez un petit peu étendre à d'autres organismes votre co-développement, ou il faut mieux rester sur deux organismes pour entre guillemets, avoir une dimension adaptée aux besoins? On a prévu de l'étendre. Allez-y, c'est un spoiler comme on disait tout à l'heure. Effectivement, voilà. du coup, ça fonctionne assez bien. Donc, nous envisageons pour 2023 d'ouvrir et d'encourager le CODEV effectivement interbranche. Et d'aller plus loin en associant l'URSSAF Rhône-Alpes qui est partante pour l'aventure et la découverte. Oui, exactement.
Ça fait partie des pistes d'évolution prévues. D'accord, donc oui, donc vous pourriez potentiellement travailler à 3 organismes sur le territoire sur ces thématiques-là. Et est-ce que Oui, tout à éventuellement fait. ces rapprochements entre guillemets de co-développement entre les organismes vous a permis de peut-être trouver de nouvelles thématiques en dehors des thématiques que vous avez abordées, sur lesquelles vous pourriez travailler ensemble? En dehors aussi, peut-être ou même au-delà de la convention de partenariat qui vous unit, évidemment. Ah, question piège. Non, en fait, on est vraiment sur cet axe managérial, et Delphine pourra me compléter. Donc, du co-développement, finalement, l'idée, c'est comment on accompagne cette transformation managériale plus globalement et comment on crée des passerelles, en fait, entre nos organismes. Du coup, aujourd'hui, il y a une offre de service interne de coaching individuel au sein de la CARSAT Rhône-Alpes et elle s'ouvre, cette offre, progressivement, par exemple, aux managers de la CAF qui peuvent bénéficier de coaching individuel. Et au niveau d'un partenariat RH qu'on commence à mettre en place, une participation finalement de managers de la CAF à ce qu'on appelle nos passerelles managériales, c'est-à-dire finalement une contribution en tant que jury dans nos assessments pour détecter le potentiel managérial de candidats lors de mise en situation. Donc on est vraiment sur ce fil rouge de la transformation managériale. Bah merci Voilà, on a également vos actions de formation. D'accord. Merci beaucoup en tout cas tous les deux. Je suis désolé, on doit passer à l'autre séquence et à d'autres organismes, parce que tout le monde a un petit peu quelque chose à dire et c'est vraiment très intéressant. On voit quand même que ça s'inscrit quand même dans un projet de longue durée. Et en tout cas, on vous souhaite bonne continuation pour le porter à bien. Nous allons basculer. Merci pour cette sollicitation. Merci beaucoup en tout cas vous deux. Alors on va basculer maintenant du côté de l'URSSAF. Si elle est bien, l'URSSAF Centre-Val de Loire. Est-ce que M. Gaucher, responsable de fonction support, m'entend bien? Moi je le vois, mais est-ce que lui il m'entend? Oui, bonjour, je vous entends très bien. Merci beaucoup. En plus, vous avez un super fond d'écran. Alors là, j'avoue, il est très joli celui-là. C'est pour là. On va parler un petit peu avec vous de la démarche qui est portée au sein de l'URSSAF, notamment on a parlé de l'AFEST tout à l'heure en introduction. Je crois qu'on va en parler un petit peu avec vous, avec cette question notamment de l'impact sur les métiers de gestionnaire et du recouvrement. La première question très simple, c'est votre projet que vous avez porté de réorganisation des métiers de recouvrement. Quels ont été les besoins que vous avez détectés en amont et quels sont les enjeux de votre démarche derrière? Oui, donc effectivement, comme vous l'évoquez, notre projet d'abord initialement, c'est d'abord avant tout un projet de réorganisation métier et de réorganisation globale des métiers de gestionnaire de recouvrement au niveau de l'URSSAF, qui est issu, je dirais initialement au niveau de sa jeunesse, d'un BSI de 2016 qui, pour faire assez rapide, faisait ressortir une très mauvaise perception de l'URSSAF en termes de, que ce soit en interne ou en externe d'ailleurs, sur la qualité de service rendu aux cotisants. Et donc, on a décidé à partir de ce moment-là de mener un projet de réorganisation destiné à passer d'une organisation métier, c'est-à-dire d'une approche par activité où la gestion du compte cotisant URSSAF était gérée par 3 secteurs d'activité différents. La relation de service qui gérait le front office et la gestion administrative, la gestion comptable qui gérait le comptable des comptes cotisants et puis le secteur du recouvrement amiable. Et donc on a décidé de passer de cette logique d'organisation métier à une logique d'organisation orientée client, c'est-à-dire d'avoir une approche par public cotisant à partir de 2020, c'est-à-dire de s'organiser par ligne métier, avec nos 3 grandes populations de ligne métier au niveau des cotisants URSSAF, qui sont les travailleurs indépendants d'une part, les employeurs du régime général d'autre part, et enfin les praticiens et auxiliaires médicaux, et d'avoir des gestionnaires qui gèrent la totalité du périmètre de gestion de compte, c'est-à-dire de l'accueil et du front office jusqu'au recouvrement amiable, donc en passant par la gestion administrative et la gestion comptable, donc dans une approche complète de total office. Et même au-delà je dirais, de ce qu'on appelle le middle office, c'est vraiment un total office de bout en bout sur la vision client. Évidemment, ce projet de réorganisation, c'est un projet qui était à très fort enjeu en termes d'accompagnement des compétences pour accompagner l'ensemble des acteurs dans l'appropriation de ce qui était et de ce qui est un véritable nouveau métier de gestionnaire de compte en URSSAF. On est effectivement pas seulement axé sur une gestion de dossier, mais aussi sur une gestion de relations avec des contraintes assez fortes, c'est-à-dire assurer
une gestion d'ampleur au niveau de l'organisme. Là, on parlait à peu près de 200 gestionnaires et techniciens à reformer à ce nouveau métier. Concrètement, on y a passé, pour vous donner un petit peu une idée de l'ampleur, à peu près 22 000 heures de formation professionnelle dans nos plans de développement de compétences. Et bien sûr d'avoir cette ampleur d'évolution de formation dans un contexte aussi de nécessaire continuité de service. On ne pouvait pas à un moment donné s'arrêter effectivement de recouvrer pendant une période, ce qui veut dire que on a été dans l'obligation de bâtir et de concevoir une forme de parcours apprenant sur la durée, sur 2 à 3 ans, en ayant une approche d'apprenance la plus individualisée possible, parce qu'on avait dans nos populations de gestionnaires forcément des collègues qui avaient un passé professionnel, une capacité aussi d'appropriation, de réappropriation un peu différente. S'inscrire dans la durée avec notre objectif qui était en 2019 de former au moins un socle de base qui permette de basculer progressivement à la nouvelle organisation dès 2020 et ensuite de développer un peu plus d'expertise progressivement sur les années suivantes. Et comme effectivement on ne pouvait pas procéder par Big Bang, il nous a fallu aussi concevoir ce parcours apprenant, je dirais, avec une orientation si forte d'AFEST et de mise en situation de travail progressive, puisque s'inscrivant dans la durée, si j'ai une formation 6 mois avant la prise en charge d'une nouvelle activité, il vaut mieux effectivement que je la prenne en charge immédiatement après les formations qui étaient dispensées en termes de pratique, pour éviter effectivement le fait que la formation disparaisse en termes d'acquis quelques mois plus tard. Donc c'était dans ce cadre-là d'enjeu qu'on s'est situé dans notre approche. Merci. Et est-ce que vous pourriez nous préciser très concrètement en fait, les différentes modalités de mise en place de ce parcours apprenant d'AFSET? Donc on l'a bâti un petit peu en 4 étapes, hein, ce qu'on appelait notre apprenance par le faire. Premièrement, il y avait je dirais un positionnement, un auto-positionnement qui a été demandé en termes de besoins individuels de formation et de développement de compétences au niveau de chaque collaborateur. Ça, c'était vraiment le versant, je dirais, d'individualisation un petit peu du besoin, en lien aussi avec le manager, à travers une cartographie des activités qu'on avait réalisées. On disait plutôt cartographie des activités plutôt que de compétences, parce qu'on était plutôt sur une logique d'avoir découpé un petit peu le métier cible en activités un petit peu unitaires, à prendre en charge, chaque activité pouvant mobiliser une ou plusieurs compétences. Et on avait un petit peu découpé l'organisation à travers les 3 lignes métiers, entre 40 et 70 activités par métier. Donc chaque collaborateur, dans un premier temps, s'est positionné dans cette cartographie, en évaluant et en auto-positionnement les compétences qu'il détenait et le gap par rapport aux compétences attendues, ce qui a permis de définir en fait sa participation aux différents modules, puisque l'objectif, ça a été de mettre en place dans un deuxième temps des modules de formation structurés de manière assez courte, parce qu'on était sur des apports théoriques sur 1 ou 2 journées maximum, de manière extrêmement modulaire, et qui représentait entre 7 et 25 modules par type de parcours de ligne quotidien, de parcours apprenant, et qui était en général dispensé par les assistants techniques. Une fois que progressivement et au fur et à mesure que ces apports théoriques étaient réalisés, dès qu'ils avaient réalisé une formation théorique, dans un troisième temps, je dirais en sortie de formation théorique, il y avait une mise en situation immédiate en termes d'AFEST, au niveau de la situation de travail, c'est-à-dire que le flux de gestion du gestionnaire était modifié, et il retrouvait dans son portefeuille, je dirais dès le lendemain ou le surlendemain de sa formation, des flux à traiter qui correspondaient à la formation théorique qu'il avait pu avoir précédemment. Et donc, ça permettait d'avoir cette mise en situation, cette situation immédiate, et donc sans perte de connaissances par rapport aux apports qui lui avaient été donnés. Et puis, je dirais quatrièmement, en termes de supervision aussi et d'évaluation,
je dirais, à 2 à 4 semaines après la mise en situation. Il y avait une supervision qui était faite par le formateur. En général, les formateurs étaient principalement issus du monde des assistants techniques de production. Le formateur venait par échantillonnage superviser les affaires qui étaient traitées par le gestionnaire pour lui faire un retour je dirais, éventuellement d'ajustement sur le niveau d'appropriation qu'il pouvait en fait avoir et développer sur ces nouveaux processus qu'il prenait en compte. Et pour reboucler la boucle au final, par rapport à la cartographie initiale, elle était aussi remise à jour en lien avec le manager au fur et à mesure où l'appropriation des compétences était validée. Donc ça nous a permis d'avoir une apprenance au fur et à mesure par la pratique et de pouvoir monter en compétence sur des enjeux quand même très, 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 très forts. L'ensemble de nos secteurs recouvrement à un nouveau métier qu'ils découvraient au moins 50% sur le périmètre pour chacun d'entre eux. Donc en un mot, si c'était à reproduire sur un autre pan, entre guillemets, de l'URSSAF, ce serait à reproduire. Vous feriez la même chose. Ah oui, ce serait effectivement à reproduire parce que ça a été effectivement très bien perçu. D'abord, ça a permis de réancrer une vraie culture de la transmission des savoirs et des savoir-faire au niveau de l'organisme. En termes de compétences, si on se fie à la cartographie que j'évoquais, on est quand même passé en 2-3 ans à 25% à peu près de compétences détenues sur le métier cible en termes d'expertise, à plus de 85% aujourd'hui. Donc, une vraie réaffirmation, je dirais, de l'expertise technique individuelle et collective sur ce métier. Ça permet aussi, c'est souvent des effets de bord aussi intéressants, d'harmoniser les pratiques professionnelles des uns et des autres qui, malgré que l'on travaille dans des procédures un peu actées, ne sont pas toujours harmonisées. Et ça a été aussi un outil qui a permis de basculer dans cette nouvelle gestion de comptes cotisants URSSAF qui apporte aussi à chacun, et parce qu'il a, à travers cet accompagnement de compétences, pu mettre en œuvre ce nouveau métier. On l'a vu dans les récemment différentes enquêtes que l'on a pu avoir, en particulier des enquêtes RPS qui ont été faites au sein de l'organisme. Aujourd'hui, ce qui est mis en avant, c'est la diversité, la polyvalence, l'autonomie du travail qui est le leur aujourd'hui, et donc du renforcement de cet intérêt au travail. Il y avait un enjeu fort de compétences, mais à partir du moment où on l'a relevé, ça leur donne aujourd'hui une vraie valeur ajoutée dans l'exercice professionnel et la performance individuelle et collective au quotidien. Merci Monsieur Gaucher, merci pour votre retour, vos feedbacks sur toute cette expérience et toute cette démarche d'apprentissage que vous avez déployée au sein de l'URSSAF. Merci, on vous souhaite une bonne journée. Merci à vous. Et on va conclure, Virginie, avec notre dernière intervenante, notre dernier organisme, c'est la CAF de la Somme. Alors on remonte, c'est toujours un peu un ping-pong avec nos webinaires sur les cartes territoriales. On va aller à la CAF de la Somme, rejoindre Madame Isabelle Lehouec. Est-ce qu'elle m'entend bien, Madame Lehouec? Moi, je ne l'entends pas. Il faut peut-être. Bonjour à tous. Voilà, je vous entends mieux maintenant, c'est mieux. Merci beaucoup. Vous êtes, pour nos spectateurs, je précise, sous-directrice responsable CDR à la CAF. Alors, vous allez nous parler d'un challenge régional, le STICAF. Alors, c'est bien. Qu'est-ce que c'est que le STICAF? Vous nous introduire ce concept et qui est intégré à ce challenge? Alors effectivement, ce STICAF donc, est à l'initiative des 7 CAF de la région autour de la formation des parcours CQP et une volonté donc, des formateurs de pouvoir organiser des temps forts dans ce planning de formation. Nos formations théoriques s'effectuent exclusivement à distance. Alors c'est pratique dans une région aussi étendue que la nôtre, mais voilà, s'il y a des avantages à cette formation à distance, il y a vraiment ce besoin aussi de se retrouver. Donc des journées de capitalisation ont été ajoutées au planning de formation initiale et aussi cette fameuse journée de challenge. Alors c'est quoi ce challenge? Ça se déroule sous forme de jeu. Et si je puis dire, le but du jeu, c'est de faire réviser de façon ludique, mais c'est aussi de rendre acteurs les apprenants, à la fois sur la partie de la conception du jeu par lui-même, et puis ensuite de sa mise en œuvre. C'est ce qui permet aussi d'avoir de la réassurance auprès des apprenants qui sont en fin de parcours, et d'animer, de dynamiser à la fois la communauté des apprenants, mais aussi la communauté des formateurs et des managers qui participent à ce challenge.
Facebook. Alors, est-ce que vous pourriez nous détailler un peu plus le contenu de ce challenge? Tout à fait. Alors, ce challenge, il se déroule en deux temps forts. Le matin est consacré à des ateliers. Donc, on a 5 ateliers, 5-6 stagiaires qui se réunissent et qui vont élaborer des questions. Alors, il y a un certain cadrage sur les questions qui leur sont données, qui permet une révision un peu de l'ensemble du programme. Et les stagiaires, accompagnés de 2 formateurs qui vont les coacher, vont écrire, élaborer eux-mêmes ces questions. Alors là aussi, ils vont se prêter au jeu, c'est-à-dire que le challenge après, dans la partie jeu, c'est de pouvoir être vainqueur. Et donc, à un moment donné, ils vont aller rechercher des questions de législation, des questions d'utilisation de portail ou autres qui vont être complexes, qui ont été vues dans le programme, mais qui nécessitent quand même de pouvoir bien appréhender les choses. Donc voilà, ça permet effectivement de revoir l'ensemble du programme avec ce format atelier le matin et puis l'après-midi, donc sous forme de jeu, c'est-à-dire que l'ensemble des stagiaires vont être réunis dans une même salle et avec, alors voilà, sous forme de buzz, vont pouvoir dérouler les questions qui auront été sélectionnées par les formateurs, répondre à ces questions et puis de façon très traditionnelle, l'équipe qui a apporté la bonne réponse marque des points. Et si la réponse n'est pas bonne, eh bien c'est l'atelier qui amène la bonne réponse et ça permet aussi à la fois aux stagiaires et aux formateurs d'apporter des compléments d'information, soit quand la réponse est erronée, soit lorsque la question et la réponse est incomplète. Et donc là aussi, de pouvoir continuer à creuser ces questions tout en apprenant. Et donc ces facteurs à la fois un peu ludiques et de compétition amicale au sein de la communauté managériale, est-ce que ce sont pour vous entre guillemets, des gains par rapport à une formation, une approche un peu plus traditionnelle? Si on parlait tout à l'heure avec Stéphane de la formation du XXe siècle, est-ce que justement ces deux leviers-là, que sont le ludique et la compétition amicale, ça permet justement de faciliter l'apprentissage? Alors, le constat qu'on a pu faire, on l'a déjà expérimenté à 2 reprises. Là, le prochain challenge se déroulera en mars. C'est qu'effectivement, le jeu pédagogique est un outil de médiation de la formation. Il induit, oui, comme voilà, naturellement une dynamique à la fois individuelle et collective. C'est propice aux échanges, mais aussi au dépassement de soi. Ça instaure un mode de communication nouveau, alors à la fois sur le sérieux, le contenu de la formation, mais aussi sur le côté ludique. Le jeu en soi, vous l'aurez bien compris, n'est pas le but du jeu, mais c'est bien un moyen d'ancrer des notions et de s'assurer d'un certain nombre d'acquis. Très bien. Juste une petite précision, on parlait de réassurance du stagiaire. Est-ce que, selon vous, c'est vraiment la plus-value importante du dispositif ou est-ce qu'il y a d'autres choses que vous cherchez à travailler au travers de ces challenges et ces ateliers? Alors, la réassurance est importante quand même parce qu'effectivement la formation elle est longue, elle se déroule puisqu'on est sur donc des CQP de gestionnaires conseils allocataires, donc on est sur une formation qui se déroule sur 10 mois. La partie formation théorique, je l'ai précisé, est exclusivement en distanciel et les stagiaires peuvent parfois en fin de parcours un peu s'essouffler. Le programme est riche, le programme de révision est aussi important et selon les dires des stagiaires, selon leur expression, quand on arrive donc en proximité de l'examen, il peut y avoir pas mal de craintes exprimées, une forme de stress, l'impression de tout mélanger. Et donc ce challenge qui reprend question par question permet cette réassurance de leur dire mais oui, vous savez répondre, vous avez les réponses, les acquis sont là. Aussi parfois de pointer des questions auxquelles les différents ateliers sèchent un peu et donc d'attirer l'attention sur des points de législation qui seraient à revoir plus particulièrement. Donc oui, c'est la plus-value, mais c'est aussi l'animation de la communauté. Les formateurs qui interviennent sur la durée des 10 mois se rencontrent peu.
Et on a aussi besoin que cette communauté de formateurs puisse se coordonner, puisse faire des liens entre les différents modules. Et là, le fait de participer à cette journée ludique renforce cette communauté de formateurs et cette facilité d'échange qu'ils ont tout au long de la formation. Merci beaucoup Madame Louek, c'est vraiment très intéressant et on voit qu'on est parti de ce format et que derrière il y a tout un pan qui est bâti autour de ce format un petit peu ludique, comme vous dites, pour renforcer les liens au sein des communautés, la réassurance, d'autres thématiques liées entre guillemets, au renforcement positif au sein de la communauté managériale de votre caisse. Merci beaucoup de vous être rendu disponible ce matin. Merci à vous. Merci à tous nos organismes qui ont pu participer. Virginie, on a eu 5 exemples un peu concrets de ce qui se réalise. Il y en a d'autres, il y en a beaucoup d'autres, je vous rassure. C'est toujours un échantillon représentatif qu'on essaye au maximum de mettre en valeur au sein de ces webinaires. Alors Stéphane, regard expert, vous en avez pensé quoi de ces expérimentations? Vous avez parlé de tout un tas de choses en amont. J'ai l'impression qu'on est un peu picoré à droite à gauche dans ce que vous avez pu voir, quoi. D'abord, un grand bravo, parce que ça montre que l'intelligence collective, ça a du sens. Au lieu de se dire, j'ai travaillé tout seul sur un sujet, donc avec mon intelligence, à force de travailler à plusieurs et d'organiser ce travail, ça me permet d'avoir plein d'idées. On parle de communauté apprenante, de choses comme ça, c'est passionnant, d'engagement, de challenge. La grande nouveauté dans la formation, c'est l'animation. C'est-à-dire que, puisqu'on terminait par ça, ça me fait le lien, animer, ça veut dire allumer le feu. Ça vous rappelle peut-être une chanson, ouais. Ouais, exactement, donc ça permet d'être populaire a priori, mais ça veut dire aussi être capable d'avoir cette contagion émotionnelle. Autrement dit, de créer des communions apprenantes. Le vrai enjeu de la formation, ce n'est pas de mettre du contenu en disposition. Vous pouvez voir aujourd'hui que le contenu sera de plus en plus gratuit, disponible. L'intelligence artificielle fait des choses extraordinaires. Dans ces cas-là, tout le monde aura le contenu gratuitement. Le vrai problème, c'est qu'on sait très bien que quand je vous donne tout le contenu, vous ne travaillez pas. Ce qu'il faut faire en amont, c'est faire une sélection, c'est-à-dire être capable de dire qu'est-ce que j'ai choisi pour vous. Et surtout, en quoi c'est intéressant pour vous. Et c'est là où on donne l'envie aux gens pour que les gens puissent venir en disant bah, ça me plaît. C'est-à-dire que vous avez trouvé le bon argumentaire pour les faire venir. Et ça veut dire que c'est le rôle du formateur. Le formateur, aujourd'hui, vous avez pu voir dans ses compétences, ses cartographies, la rhétorique du formateur. Être capable de dire ce que je dis, à la limite presque on s'en fiche, c'est plutôt comment je le dis. Est-ce que je fais vibrer les gens? Est-ce que je fais kiffer les jeunes pour qu'ils se disent c'est ça que je veux faire? Donc, ce n'est pas simplement la pédagogie qui est plus liée au XXe siècle, c'est la pédagogie associée à l'animateur. Puisqu'à la fin, le rôle de la formation, ça va être de tenir ce que tout le monde a dit dans les histoires. L'idée, ce n'est pas de mettre à disposition des contenus, c'est de tenir le lien dans la durée, de créer une fidélisation apprenante, donc une vraie relation apprenante. Et ça, c'est le boulot de l'organisateur. Une mauvaise organisation, c'est dire vous avez tout à disposition, servez-vous. Hein, l'histoire tous ceux qui connaissent un peu le marketing, avec l'histoire des petits pots, on sait que quand on fait plus de 3 propositions à quelqu'un, il réduit son choix d'engagement. Donc tout le travail avec de l'engagement, c'est des mots qu'on entend de plus en plus. Aujourd'hui, les retours d'expérience existent, il faut faire de l'expérimentation et ça va être le rôle du service de formation. Autrement dit, c'est un service de motivation à apprendre. Et ça va être un travail où le marketing nous a donné énormément de matériaux. Après, chaque entreprise va monter en puissance dessus. Donc ça, c'est le premier élément. Et derrière, pour ceux qui sont pédagogues, puisqu'on parlait des neurosciences, c'est un vrai fondement. Hein. L'émotion, neuroscientifiquement parlant, c'est Damasio, c'est des gens comme ça, c'est Paul Ekman en 71. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est comment est-ce que je construis cette émotion. Et derrière, on revient à ce que je disais au début pour montrer qu'il y a peut-être une cohérence. C'est le fait de dire que quand je sais qu'il faut transmettre de l'émotion, le présentiel, c'est ça qu'on va donner. Et c'est plus pratique de transmettre de l'émotion. Mais aujourd'hui, quand on voit le métaverse avec les micro-signaux, qui sont le cœur de l'émotion, donc les neurones miroirs, etc., finalement, la réalité virtuelle, c'est ça. C'est-à-dire que je peux avoir la même émotion avec un bot conversationnel qui peut avoir un mec sympa. Aujourd'hui, Samsung fait des choses passionnantes dessus. Donc, est-ce que moi, je prends ça, comment je l'organise et après, je peux mettre à disposition des podcasts, des vidéos, tout ça, même des vidéos longues, 2 heures, les gens le suivent. Est-ce que c'est intéressant pour tenir 2 heures? Autrement dit, si c'est nul, autant faire 5 minutes. Voilà. Si c'est intéressant et que je montre l'intérêt pour l'apprenant et que je mesure cet intérêt, petit à petit, je construis une pédagogie. Et c'est ça qui fait la grosse différence. Autrement dit, on va se dire, est-ce que c'est impactant? C'est pour ça qu'aujourd'hui, on parle beaucoup d'engagement. On sait que l'engagement ne fait pas l'apprenant. Mais quand on n'est pas engagé, on n'apprend pas. C'est-à-dire, si je roupille la moitié du temps, voilà. Donc, ça veut dire mais c'est une nouvelle façon d'aborder ça. Et ça veut dire que le 21e siècle sera le siècle de l'apprenant roi. Ouais. C'est ça un peu la tendance vers laquelle on voit. Et c'est ce qu'on retrouve dans toutes les expériences que vous menez. Et simplement, à un certain moment, il faut se poser, être capable. J'aime beaucoup le fait de dire, les formateurs, il faut leur créer une communauté apprenante de formateurs.
Voilà, il faut leur dire, allez-y, faites des podcasts, tout est facile, tout est accessible et tout est quasiment gratuit. Mais simplement, c'est comment on fait socialement, et c'est la différence entre le monde de l'invention, où on a un domaine des possibles qui est extraordinaire, véritablement. Et chaque année, c'est des transformations majeures. GPT-3, par exemple, c'est extraordinaire, ceux qui ont pu le tester, c'est magique pour la création de contenu, et c'est qu'un début. Donc ça veut dire qu'effectivement, on a des potentialités. Votre boulot, ce n'est pas le potentiel, vous ferez avec ce qu'on vous donne, mais simplement, c'est le fait de dire comment je socialise ces inventions. Et ça s'appelle de l'innovation. Il me semble que c'est le club de l'innovation ici. Donc ça veut dire que c'est tout le travail de se dire, il y a un potentiel à faire, et donc comment moi je fais en sorte que pour des gens, ce n'est pas leur univers, pour transmettre ça. Je suis un passeur d'invention. Et ça, c'est le boulot de la formation de plus en plus. Facilitateur, quoi. Un facilitateur, et donc ça veut dire que premièrement, je dois être au courant. Deuxièmement, je dois pratiquer. Parce que si je dis c'est facile, mais que je ne l'ai jamais fait, ça se voit sur les micro-signaux, tout le monde, on voit qu'on souffre, donc les gens vont se dire c'est difficile à apprendre, donc je dois leur amener ça, et puis après je travaille la transmission. C'est-à-dire le marketing de la formation, alors certains disent design, c'est comme du marketing, sauf que le design, on insiste davantage sur l'émotion et les usages. Choisissez les mots qui vous conviennent, ils sont tous bons. D'accord, et alors on en discutait avec Alexandre, justement, au regard de ce que vous venez d'entendre, est-ce que vous pensez que la sécurité sociale, elle est en phase avec les évolutions actuelles en matière d'apprenance? Alors, si je réponds non, c'est… ouais, ça va être moche, alors qu'il y avait une bonne entente finalement. Donc on va dire oui. Bonne question, merci. Vous n'avez pas d'autre choix. Et c'est vrai, c'est ce que je disais au début, c'est avec l'intelligence émotionnelle, on ne sait pas où on va. Alors, ni ici, ni ailleurs, mais la clé, c'est d'y aller ensemble. Et moi, ce que j'ai beaucoup apprécié dans ce qui se passe ici, c'est que je découvre, donc ça veut dire que je suis encore en rapport d'étonnement, comme on dit, mais ça veut dire que c'est passionnant parce que tout est chez vous. Voilà, il suffit simplement de le mettre en ordre, d'écouter, de se dire tiens ça m'intéresse, je vais l'appeler, on va voir ce que je peux en faire. Je n'ai pas tout compris, peut-être que ça ne m'intéresse pas, mais petit à petit tout est là. Et donc moi je trouve que ce rendez-vous est un rendez-vous extraordinaire parce que le changement est en marche, quoi. Et vraiment les thématiques qu'on a vraiment, vous avez souligné, c'est l'apprenant roi. Entre guillemets, c'est l'inversion de la pyramide, entre guillemets. C'est comme sur les questions de santé, on parle souvent du sachant et du patient. Ouais. Là, on est du formateur au formé. Mais en fait, on se rend compte que c'est la vraie évolution. Ce n'est pas forcément que la technologie, elle est là au service d'eux. C'est de la capacité de moduler le contenu aux besoins et aux réalités, parce qu'on parlait du temps aussi, ce qui est la question du temps aussi du manager à consacrer à ça, c'est une vraie problématique qui a été mise en avant ce matin. Donc c'est vraiment tout ça, c'est ce package-là. Il n'y a pas une réponse uniforme, quoi. Et le package, alors, est très simple, puisqu'on vient de le dire, donc c'est assez facile à comprendre, mais c'est culturel. La culture, c'est simple, mais ça veut dire, est-ce que moi, je le rentre dans ma façon de faire? Donc, allez, construisez-vous votre culture de l'apprenance. Mais simplement, l'élément, c'est après de se dire, qu'est-ce que je fais avec ça? Et qu'est-ce que ça veut dire derrière? Alors que moi, j'ai des experts, et donc ce travail-là, c'est un travail qui est plus compliqué. On pense par exemple au learner satisfaction, c'est-à-dire l'évaluation de satisfaction des apprenants. Qu'est-ce que j'en fais? Le XXe siècle fait qu'on ne sait pas quoi en faire. Aujourd'hui, avec le big data, on peut faire plein de choses. Des choses ouvertes, donc que tout le monde peut regarder comment on traite la donnée. On traite la donnée qui est RGPD, bien sûr, compatible. Mais ça veut dire qu'effectivement, la machine connaît mieux l'apprenant que lui-même. Donc c'est intéressant de le tracer quelque part. La question, c'est qui surveille le traçage? Et donc, il y a une vraie défiance sociétale, ce qui est légitime. Et donc, moi, si je dois m'intéresser à l'apprenant, je sais qu'il y a un risque de manipulation. Donc, il faut le rassurer sur cette manipulation. Et donc, mais l'apprenant, au bout d'un moment, quand on voit qu'on lui apporte ce qu'il veut, il se dit, c'est génial. Avant même qu'il y pense, je suis capable de dire, je vous propose une formation alors que vous n'avez pas de besoin, mais je sais que d'ici peu de temps, vous aurez des besoins. La prédictivité, ça marche. Et donc, tous ces outils-là sont à disposition. Le vrai problème, et ça marche très très bien, donc, alors après, on peut critiquer comme tous les outils, et il faut critiquer parce qu'il y a une vraie éthique à discuter. Simplement, le vrai travail de la formation, ça va être de se dire, ça existe, comment je le vends en interne, avec une vraie honnêteté, c'est-à-dire comment je suis socialement utile. Aujourd'hui, on est dans un monde en transformation, donc si on est en transformation, il y a besoin de formation. Donc, on est utile socialement. Maintenant, comment est-ce que je fais pour faire en sorte que les gens aient confiance en moi, et comment je crée cette relation de confiance dans le temps? Et ça, c'est le travail on dit learner branding, c'est-à-dire la formation, en général, elle est plutôt bien vue parce qu'on dit c'est un expert, il m'apporte des solutions. Ouais. Sauf que dans beaucoup d'endroits, je n'ai pas envie de dire que moi, je suis nul en management parce que je ne sais pas gérer, j'ai peur de mes équipes, par exemple. Créer la confiance pour dire je suis capable de créer ça, ça, c'est quelque chose d'utile. Ça, c'est le boulot du management et de la formation. Et ça, c'est le marketing. Créer la confiance dans le temps. Merci beaucoup Stéphane, merci à tous et à toutes d'avoir participé ce matin à cette émission. Virginie, avant que tu conclues, on rappelle qu'il y a un questionnaire
qui est disponible pour tous nos spectateurs pour nous faire un peu un feedback. Vous voyez, on parle de l'évaluation, nous aussi on s'évalue et on fait très attention à ce que vous nous dites. Donc n'hésitez pas à faire part de vos retours, de nos axes d'amélioration. On essaye évidemment de s'améliorer continuellement et de prendre vraiment bonne note de ce que vous pouvez nous renvoyer. Virginie. Je vais conclure très rapidement, puisqu'il nous reste à peu près 20 secondes, donc pour vous remercier de vos participations. Comme l'a dit Alexandre, c'est très important, remontez vos commentaires, observations et même peut-être des leviers d'amélioration pour nos webinaires, pour les améliorer encore. Et puis, vous pouvez retrouver l'ensemble des replays des émissions sur le site Lab de la Sécurité sociale. Voilà, et faire partager aussi ces informations dans les organismes autour de vous. On compte sur vous. Merci encore et à bientôt. Le prochain webinaire aura lieu au mois de mai de mémoire. Beau jour. Voilà. Merci. Merci à toutes et à tous. Merci. 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 Merci.